pour la deuxième partie démonstration, pour finaliser la présentation qui a commencé le mois passé, de moi accueillir Sacha Torres. Bon, alors épisode 2, par rapport au mois dernier. Donc le mois dernier, je vous avais présenté le contenu technique, l'origine et le pourquoi Recalbox, alors qu'il y a aussi une solution qui est née en France. Là aujourd'hui, je vais rapidement vous montrer ce qu'il y a dans la bête, on va dire. Bon, on va parler de choses moins sérieuses. Donc juste un petit rappel, donc une émulation, une virtualisation d'un environnement. Donc il y a une architecture et un OS qui s'était basé sur un système Linux qui est un build root. Et ça permet donc aux jeux anciens et récents, libres, open source et de conserver le patrimoine ludique. Petite mise en garde, il faut savoir que dans le milieu du rétro gaming et du gaming, il y a deux choses à voir. Il y a ce qui relève d'une licence que vous allez acheter, le dernier jeu de Nintendo par exemple. Et puis après, il y a ce qui relève de l'open source, de l'abandonware. Alors en français, ça serait des jeux abandonnés. Il y a par exemple des jeux comme Battlefield 2 qui à un moment donné ont été libérés, comme on libère un logiciel et qui sont basculés dans le monde de l'open source. La précaution que l'on donne toujours dans ce gestion-là, c'est de dire si vous avez le support physique, vous avez le droit d'utiliser sa version dématérialisée sur une solution comme Recalbox. Ça, c'est la règle. Maintenant, je vous laisse faire dans la vraie vie ce que vous voulez. Bon, voilà. C'est la préconisation qui est donnée chaque fois. C'est une solution tout en un. Elle va contenir toute une série d'émulateurs et vous allez avoir jusqu'à 170 consoles ou PC. Et là, pour les plus nostalgiques, vous allez reconnaître des choses qui vont vous rappeler de bons souvenirs, qui vont pouvoir fonctionner et tourner sur votre petit boîtier, pas plus gros que ceci. Pour en arriver à ça, il y a quand même un petit coût à tout ça. Donc là, vous avez une compatibilité donc avec un vrai PC, avec soit un Raspberry Pi. Ça va couvrir donc les deux types d'architecture. Ça prend en charge de nombreuses consoles, comme je disais. Hein, donc il y a vraiment tout qui va être dessus. Et comme je vous dis, ça va jusqu'à des TRS-80. Vous allez même avoir toutes les séries de MSX. Vous allez avoir les Apple II et les premiers Apple et les premiers jeux comme le Moon Landing ou les choses comme ça qui fonctionnent encore et qui fonctionnent très bien. Configuration simplifiée des manettes, je l'ai faite avant de démarrer tout à l'heure. Ça, c'était un élément primordial. Vous allumez la console, il faut chaque fois configurer votre manette. Vous pouvez l'enregistrer comme vous voulez. C'est obligatoire parce que à un moment donné, le système va détecter une manette standard, mais il va vous demander, parce que c'est le principe, on essaie de se rapprocher au plus près de l'expérience de l'époque. Donc, en plus, vous allez avoir des fonctionnalités avancées. Vous pourrez faire des sauvegardes, modifier et modder le graphisme, la musique, les jaquettes de jeu, enfin beaucoup de choses. On peut jouer en LAN et vous avez une configuration possible par réseau pour télécharger des jeux, télécharger des add-ons ou même jouer avec d'autres personnes. Alors, ça, ce sont les deux liens pour les forums. Il faut savoir que c'est une communauté de développeurs qui est complètement bénévole, open source. Il ne fonctionne que sur la base d'un Patreon, de la base de dons et de la base de leur chaîne Twitch qui leur permet et YouTube qui leur permet de rapporter de l'argent. Il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucune publicité. Tout est open source, tout est publié, ils sont passés de GitHub, ils ont maintenant un GitLab. Il y a tout dessus, ils vous expliquent, y compris si vous voulez devenir développeur. Vous avez tous leurs besoins qui sont énoncés. Vous avez toute la démarche pour vous former. Après, pour être contributeur, puis développeur et participer, comme on pourrait le faire sur un noyau Debian ou un logiciel libre bien connu. Alors, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, au début, vous allez soit récupérer par le biais d'une carte SD bien connue, les micro SD, avec un logiciel qui s'appelle Raspberry Image Pi, va vous permettre en fait de créer une image à partir
du package Linux constitué par Recalbox, de créer quelque chose qui va devenir une clé bootable. Vous pouvez le faire donc avec ceci, pour pouvoir le mettre dans un Raspberry Pi. Vous pouvez le faire avec une clé USB. Et vous pouvez aussi le faire directement avec les branchements appropriés, avec un disque dur SSD. Recalbox, sur leur site, vous informe de quel type de matériel ils considèrent qu'il est le plus approprié et le plus sécuritaire à utiliser. Par exemple, ils préconisent beaucoup des cartes SanDisk d'un minimum de 32 Go pour l'utilisation des micros SD, etc., etc. Pareil, ils ont des préconisations pour les disques durs. Une fois que vous avez fait ça, ben là, tout commence. Sacha va présenter aussi à peu près, il va continuer dans le même sens avec le gars de France. Le monsieur qui donc parle en France fait tous les soirs 21h heure de France, donc 21h, 21-6, tout le monde a suivi 15. Il est sur Twitch et il fait un SAV. Alors le samedi et dimanche, c'est lié au Raspberry Pi et aux ordinateurs. Le reste de la semaine, c'est lié aux stations et aux bornes d'arcade. Parce que ça, il faut savoir qu'une borne d'arcade que vous connaissez très bien ici au Québec, en fait, quand vous enlevez toute l'électromécanique de l'époque, vous mettez simplement ceci. Et eux, ils ont développé un petit adaptateur RGB qui va se brancher sur la prise. Et vous pouvez avoir près de 4500 jeux avec 170 consoles et PC possibles, utilisables sur votre borne d'arcade. Et tout ça gratuitement. Et tout ça gratuitement, paramétrable et détecté. Donc voilà comment ça se présente quand vous allumez. Une fois que vous êtes que vous avez allumé la bête. Alors, ils ont beaucoup d'humour à Recalbox, c'est qu'ils ont pris un malin plaisir à prendre toutes les vidéos des différents constructeurs au fil des années et à enlever le logo du constructeur et à mettre Recalbox à la place. Donc, les vidéos d'accueil des PlayStation, des Xbox et comme ça, ils les ont mis à leur sauce. Alors, manque de bol, vous le verrez pas là, faudra venir le 20 septembre. Mais voilà. Et à partir de là, donc, je parcours simplement, je vous laisse regarder simplement les noms pour que vous ayez une petite... Oui, c'est le ZX 81 Sinclair, fabriqué en Angleterre, qui a été... Ah oui. Alors oui, c'est ça. Ben, par exemple, Commodore. Commodore vient d'être racheté par des passionnés, un groupe, et ils ont relancé les CPC 64. Alors le truc, c'est que RetroPie, c'est une solution qui a été développée par Raspberry Pi au départ. Et ensuite, elle s'est arrêtée net. C'est-à-dire qu'elle n'a pas continué, ils n'ont pas fait de... Là, tu as une situation où on en est à la version 10, qui est en mode Patreon, c'est-à-dire qu'il faut être Patreon pour avoir la 10. La 10 va être libérée, ils pensent, en janvier prochain. La publique, c'est la 9.2.3. Et on arrive d'une version qui a commencé à la 6 ou la 7, depuis 2015. Pour la petite histoire, au départ, c'est le développeur, là, il s'appelle Lumberjack, il avait une petite sœur qui arrêtait pas de lui tirer les cheveux, les jeans en lui disant je veux une console de jeu, mais je veux jouer à Mario, je veux jouer à ça, Il a pété un câble et il lui a développé les bases de Recalbox. Ça s'appelait Libretto. Et après, ils ont fait une nouvelle évolution à partir qui est devenue Recalbox avec les versions connues aujourd'hui. Alors, quand on rentre dans la bête, faut savoir que là maintenant, d'ailleurs, ça intègre Kodi. Je ne sais pas si vous connaissez Kodi, mais Kodi, c'est le Media Center libre qui vous permet de faire de l'IPTV en toute légalité en France et au Canada. Pourquoi il en parle, je ne sais pas. Il doit savoir. Et qui est une bonne façon de voir beaucoup de choses gratuitement sans payer des fortunes pour regarder la télévision ou le cinéma. Je ne dirai pas plus. Bref. Donc là, vous avez vous avez la possibilité de lancer un Media Center Kodi. Là, vous avez donc tout un tas de settings au niveau du système. Ils vont être un peu plus à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez la version. Là, par exemple, j'utilise une partition interne, mais si voilà, j'ai une clé USB où j'ai tous les jeux.
voilà, qui s'appelle Linux Env. Je vais l'utiliser. Voilà, il bascule. Je peux changer la langue. Donc ça, j'attendais de vous voir pour le faire en direct. Voilà. Alors au passage, pour faire le pont avec la précédente fois, les langues qui sont mises là sont toutes les langues qu'il y a dans LibreOffice. Ils ne se sont pas emmerdés la vie. Comme ils ont développé sur une base de standards Linux, ils ont pris les fichiers de LibreOffice pour les langues. Donc c'est exactement les mêmes langues que dans LibreOffice. Bon, là le fichier, le clavier, parce que bien évidemment on peut connecter clavier et souris sur un Raspberry. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc là, comme j'ai fait des changements, bah, il va reboot. Voilà. Et là, vous allez assister au redémarrage et voir la fameuse démo de départ. Donc là, il a relancé, là, il va redémarrer. Voilà. Donc, il recharge le système. Donc là, malheureusement, comme je vous disais, la vidéo de présentation, il intercale avant. Voilà. Donc, là, il m'a donc rechargé. Comme il a détecté tous mes jeux, alors, parce qu'auparavant, sur la partition de base, j'ai simplement le noyau principal qui fait tourner, qui donne les principales fonctionnalités. Là, j'ai inséré des jeux, donc il a détecté tous mes jeux que j'ai mis en favori. Et donc, bah, ouais, moi j'ai une petite préférence pour un parce que je me suis dit quand même, on est au Québec, on va faire quand même quelque chose qui rappelle de bons souvenirs à certains. Donc là, par exemple, c'est la version de NHL 1994. Alors celle-là, elle est intéressante pour le Québec parce que vous avez à la fois le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec. Au moins, vous vexez personne. Je me suis dit, bon, hein, on va fâcher personne. Donc voilà. Alors, une chose à savoir, même si c'est un 1993, faut savoir que là, avec un Raspberry de type 4 comme j'ai moi, bon, ça lague pas trop, ça passe relativement bien. Mais il faut savoir qu'avec les derniers Raspberry Pi 5, c'est une pure merveille. Donc voilà. Bon, alors après, vous pouvez sélectionner. Écoute. Donc bon, ceux qui me croient pas pour les. Alors attendez, parce que je vois pas trop ce que je fais. Alors oui. Et vous avez tous les joueurs et tout. C'est exactement le fichier. Alors typiquement, ça, c'est un jeu, comme je disais tout à l'heure, qui a été abandonné. C'est-à-dire qu'Electronic Arts, tout gros fournisseur que c'est, à un moment donné, n'a pas suivi et il abandonne. Le problème, c'est qu'il a abandonné les fichiers de jeu. Sauf que ces fichiers de jeu sont devenus publics et open source de fait, parce que la NHL, le Comité international olympique, le Comité international olympique, le Comité français, etc. Et donc, de fil en aiguille, de base de données en base de données, en fait, tout est accessible et gratuitement. Et là, Electronic Arts, on peut dire. Ce qu'il faut voir, je vais changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans le monde du jeu, le pire mafioso, le pire des Al Capone, c'est Nintendo. Nintendo, dès qu'il va y avoir une tentative de, quel que soit, de hack d'une bouton on-off sur une Switch, vous collez une pression énorme qui fait que, par exemple, il y a un développeur qui avait réussi à basculer la Switch pour la mettre dans ce type de solution. Et il a été obligé de tout arrêter, de tout supprimer, de tout détruire parce qu'il avait une telle pression de Nintendo qu'il était acculé de toutes parts financièrement, personnellement. Et il faut savoir, ils ont des moyens et c'est une vraie mafia. Sauf que, pourquoi ils font ça? Parce que ils ont eu une très mauvaise expérience qui s'appelait la Wii. La console Wii était la console la plus buggée et la plus open source que je connaisse. Elle a été piratée de tous les côtés. Et la deuxième, c'est la NDS et toutes ses dérivées. Le problème, c'est qu'ils ont tiré la leçon de ça et donc ils ont tout refermé. Sauf que ils ont tellement refermé que quand ils ont lancé leur Switch, elle était tellement dégradée en performance qu'ils ont été obligés de faire une 2 maintenant. Tout le monde a bien compris qu'entre la 1 et la 2, la seule différence, c'est la puissance, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien dedans. C'est une escroquerie monumentale. Et il faut savoir que les jeux, c'est ces jeux-là qui tournent encore sur la Switch. À part que, vous améliorez la résolution, vous rajoutez des pixels, mais c'est le même jeu.
Et c'est là que c'est un scandale, parce que vous allez payer 80 piastres des fois un jeu, j'exagère à peine, hein, mais qui en fait vaut zéro, parce qu'il existe déjà dans le monde du livre et qu'il est accessible. Bon voilà, après vous avez par exemple ce genre de choses aussi, que les plus anciens vont reconnaître. Oui, oui, je l'ai aussi. Oui, oui, j'avais sélectionné Pac-Man, j'avais... Il y est aussi. Alors, faut savoir que Mario Kart actuellement est en train de basculer parce que il est très joué sur les consoles Nintendo, ça c'est un fait. Mais le Tux Kart, dont vous vous doutez de qui est l'emblème, c'est-à-dire le pingouin sur le karting. Aujourd'hui, moi je l'ai sur mon ordi là. Euh, il a exactement les mêmes fiatures, les mêmes capacités que le Mario Kart qui est aujourd'hui dans la Switch. Vous pouvez jouer en multijoueur. Il y a des serveurs de partout dans le monde. C'est impressionnant. Alors, un grand classique. Alors, une petite remarque, vous avez vu, vous avez toujours un encadrement autour. Pourquoi? Calbox, comme je vous disais, dans les paramétrages système que je vous montrais tout à l'heure, va vous permettre justement d'étirer et de supprimer ça, parce que ça va être le cadrage que vous aurez sur une borne d'arcade. Mais ça ne sera pas le même cadrage si vous l'avez sur un PC portable, ça ne sera pas le même cadrage si vous êtes sur une télévision. Ça, c'est paramétrable et c'est complètement paramétrable. Alors, tu veux voir les formats? Tu veux voir le nombre de formats qu'il y a dans cette... C'est impressionnant. Donc ça, c'est pour moi. On va revenir au menu principal. Non, j'ai dit on va revenir au menu principal. Voilà, il est là. Donc, voilà, option d'interface, ici. Alors déjà, là, tu as un truc très important qui sont le tri des systèmes et le tri de tous les jeux. Ça paraît pas, mais le déroulant, tu peux complètement le paramétrer. Et, et ensuite, donc, non, c'est pas là. Excusez-moi, je suis pas au bon endroit. Alors non, du fait de l'hypocrisie que j'ai eue dans mon intervention tout à l'heure, tu es obligé. Ils ne te diront pas, on vous donne des ROM. Ils vont te donner des BIOS. Il y a des BIOS qui sont accessibles. Donc ça, pas de problème. Tu auras tous les. Il y a 397 BIOS dans la dernière version 10 qui sont accessibles. Donc là, tu décodes tout. Hein. Là, je les ai mis, ils sont chargés là-dessus. Les ROM, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas t'aventurer sur certains sites où tu vas trouver des ROM. Le problème, c'est qu'elles vont bugger. Moi, j'ai pas mal galéré la semaine dernière avec des ROM qui plaît. Et des fois, tu vas aller sur un site qui s'appelle archive.org. Tu vas taper ROM7, le nom du constructeur, ou tu vas taper ROM7 Recalbox. Et là, tu vas tomber sur des ensembles de ROM qui sont propres et qui fonctionnent. Autre solution, tu vas sur le Discord de Recalbox, qui est accessible via leur site internet. Tu vas sur le support en français, tu converses avec le SAV, ils sont H24 connectés. Ils ont des gens qui sont tous en France, mais qui se relaient jour et nuit pour répondre aux gens, y compris à l'international, parce qu'ils parlent maintenant en français, en anglais et en espagnol. Et vous allez leur dire, voilà, j'ai un problème, j'ai trouvé tel ROM, mais j'arrive pas à trouver une propre. Et là, par miracle, il va te dire, bah tiens, voilà un lien. Voilà. Et après, à partir de ce lien, bien souvent, par effet rebond, par recherche sur Google, tu vas trouver d'autres liens comme ça. Euh, pour les gens qui connaissent un peu, vous avez des magasins à Montréal, mais moi j'en connais un bien connu sur le boulevard d'Anjou à Châteauguay, qui s'appelle Microjeux, qui vend des boîtes comme ceci avec 5000, 6000 jeux dedans pour entre 50 et 200 dollars. Alors, ils font pas beaucoup de marge parce qu'actuellement, un Raspberry Pi 5 avec le boîtier, l'alimentation, c'est aux alentours de 120 à 130 dollars.
Le 4 est un peu moins cher, mais il reste aussi dans les environs de 90 $. Ah, sur le 5, si j'en ai vu moi en tapant sur Amazon ou des choses comme ça, sur Google. Non, le kit complet, non. Tu auras le boîtier, tu auras la carte, le boîtier et l'alimentation. Ah non, le kit complet, la manette, elle vaut une manette comme ça, Super NES relativement standard, elle vaut 12 $. Mais j'ai amené une manette Xbox, ça peut comment là tu montes à des 100, 200 $ par pièce. Mais bon, la manette Xbox, je l'avais d'une console Xbox que j'avais. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que toutes vos manettes sont compatibles avec ce système-là. Il y a une compagnie qui s'appelle 8 Qubit qui fabrique des manettes spéciales pour Recalbox en Europe et qui livre au Canada maintenant. Là, on a des tarifs qui sont beaucoup plus bas et qui sont beaucoup plus intéressants. Mais ça reste qu'y compris, ils font des plateaux avec les 8 à 10 boutons et la manette pour les arcades. Une borne arcade, alors en dollars, je ne sais pas combien c'est, mais je sais qu'en France actuellement, la société la plus connue qui vend ça, elle vous vend la borne arcade et elle vous offre le Raspberry Pi 5. Elle s'appelle Temzen. Elle peut, hein, parce que la première borne, €. Et un gros truc, le plus haut niveau de luxe, on est déjà dans les 3 à 4 000 € à peu près. Voilà. Euh, Dernière chose, parce qu'on est des Linuxiens, faut savoir que vous avez accès. Donc là, vous voyez, chaque fois, on peut, il y a possibilité de faire certaines choses qui, là, par exemple, de sélectionner des VM que les constructeurs de jeux vidéo avaient fabriqué eux-mêmes pour faire tourner, parce que faut savoir qu'il y a certaines consoles, c'était une VM que vous allumiez, qui démarrait, vous mettiez une cartouche dessus, c'est comme si vous mettiez une clé USB qui allait récupérer le logiciel du jeu, et la VM faisait tourner le logiciel du jeu. Je vais pas citer de nom, parce que, mais si vous parcourez les constructeurs, vous allez vite reconnaître. Système tout arcade tout en un, alors là, ça gère complètement. Le problématique du système arcade, de ces fameuses bornes, c'est l'écran. Nous venons d'un monde où avant, les écrans HD, comme nous avons aujourd'hui, il y avait des écrans CRT, avec des canons à ion qui bombardaient sur un écran. Et puis, on venait d'un monde où, à l'époque, pour pas faire les choses simples, comme entre les Français et les Anglais, l'entente a toujours été cordiale, il y avait deux systèmes. Et puis, les Japonais ont fait leur système à eux aussi. Donc, vous vous retrouvez avec du NTSC, du PAL et du SECAM. Et puis, alors là, on n'est pas dans la merde. Donc, ça a donné lieu notamment à un fameux scandale pour certaines consoles comme les Nintendo 64, où tout le stock européen a été basculé sur les États-Unis parce que c'était plus simple de fabriquer du NTSC en grande chaîne plutôt que de faire du PAL ou du SECAM, qui était un peu plus compliqué à fabriquer. Donc, on a vendu d'abord aux Américains et aux Canadiens, puis après les Européens leur a dit allez vous faire foutre, et puis le jour où on pourra vous en vendre, on vous en fera. Ils l'ont mal pris, et puis donc ils ont fabriqué certaines consoles. Enfin, il y a eu des affaires pas possibles. Donc le problème, c'est ça, c'est que vous avez de l'électromécanique dans une borne arcade qu'il faut gérer. Bon, ben, qu'est-ce que c'est les nouvelles bornes arcade quand vous allez dans une fête? Regardez dedans, vous verrez, il y a la marque et le calibre Namco. C'est-à-dire que c'est la patente derrière, vous avez une plaque du constructeur, une télévision Namco, enfin c'est les grands constructeurs. Et dedans, tout est vide. Vous avez un Raspberry Pi qui a comme sortie vidéo un RGB, vous savez, les adaptateurs RGB, qui va se plugger au RGB. Sauf que les RGB, quand c'était du PAL, du SECAM ou du NTSC, les broches sont pas les mêmes. Avec Albox, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une carte microcontrôleur avec un adaptateur micro RGB, et qui prend tout avec un petit calculateur, etc., qui permet de transcoder tous les systèmes de RGB qui sont, que ce soit du NTSC, du PAL ou du SECAM, et qui fait la réconciliation, et il se plaque par-dessus la carte principale du Raspberry Pi. C'est ça, c'est pour ça que ça a pris carrément un deuxième Raspberry, je dirais, par-dessus, un sandwich, pour pouvoir décoder. Et vous verrez si vous allez sur le site, donc ça s'appelle le RGB JAMA 2, parce que c'est la version 2 aujourd'hui.
Et aujourd'hui, toutes les bornes en Europe fonctionnent sur on reconditionne les bornes, c'est-à-dire qu'on les évide de leur système électromécanique et on met ce dispositif à la place. Et ça permet de faire que le coût est considérablement moindre, parce que même si la borne vaut 1800 euros à 2000 la première, c'est essentiellement les paramétrages, l'installation, c'est pas ça le plus dur à faire, mais c'est surtout que c'est cette connexion optique qu'il faut arriver. Et le problème, c'est que vous avez certains CRT qui sont bien, d'autres non. En Europe, à un moment donné, c'était une firme qui s'appelle Brandt qui avait beaucoup été leader pour faire ça, puis ils ont été rachetés, puis après c'est les Japonais qui sont arrivés là-dessus, puis et de fil en aiguille, ça a créé beaucoup de différenciations de sous-systèmes qui sont incompatibles. Et faut savoir que ce système-là, en plus, maintenant, permet, quand vous avez un vieux téléviseur chez vous, de brancher votre grâce à des petits adaptateurs que Recalbox a développés et qu'il fabrique sous forme à partir de Patreon, qui fabrique on va dire en série, en grande série, et qui vous permettent justement là de brancher une manette un peu ancienne, là de brancher certaines gammes d'écrans et de vieux téléviseurs pour avoir la même expérience qu'à l'époque, mais en ayant du matériel plus efficace et efficient. Alors, une dernière chose que j'arrive pas toujours à faire, et ça va être un défi pour moi, parce que ça marche un coup sur deux, comme dirait l'autre, c'est menu principal, merci. C'est d'entrer dans le menu Arch Linux qui est derrière tout ça. Parce que là, vous avez toute une série d'options. Scrapper, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, d'intégrer vos propres jaquettes que vous avez téléchargées sur Internet pour avoir la jaquette du jeu. Les options de réseau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un échange pour télécharger, uploader ou downloader des données pour améliorer, par exemple, un jeu ou pour envoyer à un collègue votre sauvegarde de jeu, enfin des choses comme ça, parce qu'on en est là. Les paramètres Tate, paramètres arcade, tout ça, ça participe de ces formats vidéo et de la gestion, comme que je vous décrivais tout à l'heure, de ce que sont les bornes arcade. Vous avez les options d'interface pour justement gérer cette interface de menu. Vous avez le réglage des manettes, le téléchargement de contenu par ailleurs. Vous pouvez aussi avoir des options de jeu. Vous pouvez... faut savoir qu'en plus, ils ont un petit problème en ce moment, Recalbox, c'est qu'ils sont pas trop aux normes européennes. Aujourd'hui, comme ils ont bloqué tous les sites porno en Europe, on ne doit pas avoir accès à des contenus directement sans s'identifier par le système européen ou le système national comme que nous a notamment décrit. Et donc, résultat des courses, le problème, c'est qu'avec Recalbox, vous n'avez pas besoin de ça, vous y avez accès et en plus, on ne vous voit pas. Je dis ça, je dis rien. Bref, on a aussi accès à... donc, ouais. Non, je vais voir si j'y arrive pas, tant pis. En fait, le truc, c'est qu'on peut accéder carrément après à un deuxième menu. Ouais, c'est le menu Arch Linux, c'est-à-dire que là, on rentre dans ce qu'on connaît déjà mieux. Et ce qu'il y a, c'est que je l'ai paramétré avec une touche et je vois que ça marche pas. J'adore, ça, c'est le truc. Bon, écoute, comme dirait l'autre. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai, on fera mieux la prochaine fois. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous avez accès à deux choses. Un, vous avez accès à toute l'architecture de dossiers. Parce qu'en fait, la combinaison de Recalbox, c'est trois dossiers principaux. Le dossier Recalbox lui-même, qui contient un boot avec des INI, etc., qui va démarrer et lancer les principales applications qui sont sous-tendues là derrière. Vous avez un dossier share, contenir tout ce qui va faire le beau, l'audible et le jouable. Les jeux, la vidéo, les jaquettes, la musique, etc., etc. Et vous avez une troisième partition qui est une partition de save, qui va prendre en compte tout ce qui est sauvegardable dans une expérience de jeu. Vos données de jeu, là où vous en êtes quand vous êtes dans le jeu, etc., etc. Ça, c'est les trois piliers de Recalbox. Il faut savoir qu'une fois que vous avez fait ça, vous branchez une clé USB derrière
elle va, comme j'ai vu, moi j'en avais déjà fait une préparée, etc. Mais n'importe quelle clé USB, toujours en exFAT, il va la détecter automatiquement, il va la formater, il va installer tous les dossiers nécessaires et il va vous permettre de faire notamment une sauvegarde de vos jeux et aller chercher les jeux que sur la clé USB, pas sur la maison mère. Et pareil pour les BIOS, parce que ce sont les deux composants, à la fois les jeux et les BIOS, qui sont les plus essentiels. C'est le cœur de la machine, ce sont les BIOS, c'est-à-dire c'est tous les fichiers logiciels qui permettent d'exécuter les programmes de jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon j'irai pas plus loin. Sachez que, en tout cas, tout ça est accessible gratuitement sur leur site. Que la seule prérequis, c'est d'acheter du matériel et encore, c'est pas un prérequis parce que si vous avez un vieux PC à partir d'une clé USB bootable que vous avez fabriquée, vous n'avez pas besoin d'acheter le matériel. Limitation de l'affaire, la bascule se fait à partir du jeu 2D, 3D. Tout ce qui est jeu 2D jusqu'à 1976, en allant en arrière dans le temps, passe très bien sur du Raspberry Pi 4, sur un vieux PC, etc., etc. À partir de toutes les consoles qui ont des CD ou qui vont charger en 64 bits et qui vont prendre du jeu 3D, là, vous basculez sur du Raspberry Pi 5 et un PC i5, i7 avec une carte vidéo basique. Je dis pas de prendre des 4070 ou des choses comme ça, mais une carte vidéo récente. Honnêtement, des RX 570 de chez Radeon, donc une carte qui a entre 5 et 10 ans ou des choses comme ça passera très bien. Autre chose, ça fonctionne parfaitement sur des écrans HDMI et VGA. Alors ça, c'est aussi un défi, parce que c'est pas toujours évident. Autant le défi sur le CRT était complexe, mais là, le VGA et l'HDMI, c'est pas né. Faut savoir que des jeux comme les premiers jeux dans les années 78, où c'était du vectorisé, comme Vectrex par exemple, ou certains jeux d'Apple II, où vous aviez vraiment, c'était des tirés. Bon ben, pour que ça passe vraiment proprement, c'est pas évident toujours. Bon ben là, oui, ça passe très bien parce qu'il y a quand même une surcouche qui permet de le faire. Faut savoir que la limitation maximale aujourd'hui, c'est la PS2. Au-delà de la PlayStation 2, Recalbox n'intègre pas. Dreamcast, PlayStation 2, il s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des émulateurs qui existent. Par exemple, si vous venez le 20, vous verrez tourner Battlefield 2 qui est sur une version qui tourne à l'équivalent de ce que tourne la version 6 de Battlefield, qui tourne sur une Xbox Series X ou Series S, qui est la dernière version de Microsoft. Pourquoi? Parce que en fait, c'est basé sur un système qui est complètement libre, qui a été depuis la version 2 entretenu par des passionnés, qui aujourd'hui l'ont mise au même niveau que la 6. D'ailleurs, il faut savoir que les malins qui ont créé la 6 ils sont pas plus cons et pas plus informaticiens que moi. On développe. La première chose qu'on apprend, c'est tu es un feignant. Donc, je ne vais pas aller réinventer la roue. Ils sont allés voir ce que les mecs ont fait en libre sur BF2. Ils ont pompé certains trucs. Et alors, quand vous écoutez les remarques faites par les joueurs ou par les gens qui ont joué à la version 6 de Battlefield, au passage, ils vont diront « Ah, c'est marrant, on retrouve la même expérience que le Battlefield 2. » Ah oui, mon con, c'est la même chose qu'ils ont utilisé. C'est pas surprenant. Bon, voilà. À savoir que la limite, elle est là. Aujourd'hui, tout ce qui est au-delà de la PS3 est du piratage. Si vous voulez quelque chose de propre et de correct, ça n'existe pas encore. La Xbox, ça existe, il y a des émulateurs, vous pouvez faire des choses. Ils envisagent de l'intégrer d'ailleurs dans Recalbox. Et quand je dis Xbox, c'est de la 360 jusqu'aux dernières versions de Xbox Series S et Series X. Voilà. Écoutez, je vous remercie.